Les États-Unis et Israël au pied du mur. C'est un fait, une nouvelle trêve entre le Hamas et Israël est prévue en début de semaine prochaine et pourrait durer tout le mois de Ramadan. C'est le président Biden qui l'a annoncé avant les négociateurs. L'a-t-il fait volontairement ou pas? En tout cas, cette anticipation traduit quelque part son soulagement à l'égard du conflit sans issue dans lequel il s'est engagé. Dès le départ, Biden, en tout cas l'administration américaine, a foncé tête baissée, à coups de porte-avions, de missiles et de milliards de dollars en appui à l'offensive guerrière du gouvernement Netanyahou, usant sans retenue du droit de veto au Conseil de sécurité pour contrer les appels au cessez-le-feu de la communauté internationale. Avant que Biden ne se rende compte, au fil des mois, mais sans jamais l'avouer publiquement, que Tel Aviv n'était pas dans une posture défensive, mais bel et bien dans la poursuite de son historique stratégie coloniale avec un pendant génocidaire que la Cour internationale de justice de l'Haye est venue lui rappeler de manière cinglante. De plus, l'entourage de Joe Biden a commencé à prendre conscience que l'issue du scrutin présidentiel de novembre prochain est loin de lui être acquis, du fait de la désertion d'une large partie de son électorat, révolté par son alignement aveugle derrière le gouvernement Netanyahou. L'entourage de Joe Biden ne pouvait ignorer qu'un lourd problème de conscience avait fini par gagner toute la société américaine, horrifiée par les images des massacres quotidiens soutenus par Washington. Au-delà des immenses manifestations de rue, la symbolique est venue de l'immolation d'un soldat américain de 25 ans devant l'ambassade israélienne à Washington pour dénoncer le génocide à Gaza. Le feu qui a emporté la vie de ce jeune militaire est le même feu qui a embrasé l'enclave emportant 30 000 personnes, dont les 2 tiers sont des femmes et des enfants, 60 000 blessés, des séquelles et des traumatismes à vie d'une population poussée à la famine. Par ailleurs, Netanyahou ne cesse de rejeter la proposition de 2 États, bien qu'elle fasse consensus à l'échelle internationale, y compris au sein de ses alliés occidentaux. Netanyahou ne fait confiance qu'à l'option militaire, persuadé qu'elle seule est en mesure de réaliser ses objectifs, le premier, éliminer définitivement l'organisation Hamas, et le second pousser les Gazaouis à quitter leurs terres. Pour l'heure, Washington est en phase avec Tel Aviv sur le préalable de l'élimination totale du Hamas et sa mise hors de toute perspective politique. Mais les 2 capitales sous-estiment la capacité de riposte du Hamas au forcing de l'armée israélienne, à laquelle il a infligé de lourdes pertes et l'a rendu incapable de trouver les dirigeants du Hamas et les otages du 7 octobre. Et bien entendu, les Israéliens ne tiennent pas compte du degré d'adhésion des Gazaouis à l'idéologie du Hamas qu'ils ont portée au pouvoir par les urnes. La mise hors jeu du Hamas est loin d'être évidente, même si l'organisation a perdu beaucoup de terrain et de combattants. En tout cas, les États-Unis et Israël ne maîtrisent plus le contexte international. De plus en plus d'États font savoir publiquement leur hostilité à la guerre, le tout dernier étant le Brésil. Mise au ban des Nations Unies, Tel Aviv n'est sauvé que par le veto américain. La Cour internationale de justice de l'Haye est de son côté déterminée à aller au bout de son accusation de Tel Aviv de tentation génocidaire. S'ajoute à cela l'économie mondiale qui est sévèrement affectée par le blocage du détroit de la mer Rouge et la perspective d'une autre guerre au Liban avec une implication plus importante de l'Iran. L'Occident, déjà empêtré dans son conflit avec la Russie, craint une escalade au Moyen-Orient qui sonnerait le glas de la toute-puissance occidentale.